Le Pesner d'Antonin Artaud. J'ai senti vraiment que vous rompiez autour de moi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d'avancer, pour donner la place d'un espace impossible à ce qui en moi n'était encore qu'une puissance, à toute une germination virtuelle et qui devait naître, aspirée par la place qui s'offrait. Je me suis mis souvent dans cet état d'absurde impossible pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n'étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l'espace. J'ai toujours été frappé de cette obstination de l'esprit à vouloir penser en dimension et en espace, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, et que chaque mode de l'être reste figé sur un commencement, que la pensée ne soit pas en communication instante et ininterrompue avec les choses, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en monument de l'âme, se produisent, pour ainsi dire, avant la pensée. C'est évidemment la bonne condition pour créer, mais je suis encore plus frappé de cet inlassable, de cette météorique illusion qui nous souffle ces architectures déterminées, circonscrites, pensées, ces segments d'âme cristallisés, comme s'ils étaient une grande page plastique et en osmose avec tout le reste de la réalité. Et la surréalité est comme un rétrécissement de l'osmose, une espèce de communication retournée. Loin que j'y vois un amoindrissement du contrôle, j'y vois au contraire un contrôle plus grand, mais un contrôle qui, au lieu d'agir, se méfie, un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des rencontres amincies jusqu'à la corde qui prend feu et ne rompt jamais. J'imagine une âme travaillée comme soufrée et phosphoreuse de ces rencontres, comme le seul état acceptable de la réalité. Mais c'est je ne sais pas quelle lucidité innommable, inconnue, qui m'en donne le ton et le cri, et me les fait sentir à moi-même. Je les sens à une certaine totalité insoluble, je veux dire sur le sentiment de laquelle aucun doute ne mord. Et moi, par rapport à ces remuantes rencontres, je suis dans un état de moindre secousse. Je voudrais qu'on imagine un néant arrêté, une masse d'esprit enfouie quelque part, devenue virtualité. Un acteur, on le voit comme à travers des cristaux, l'inspiration a pallié. Il ne faut pas trop laisser passer la littérature. Je n'ai visé qu'à l'horlogerie de l'âme. Je n'ai transcrit que la douleur d'un ajustement avorté. Je suis un abîme complet. Ceux qui me croyaient capable d'une douleur entière, d'une belle douleur, d'angoisses remplies et charnues, d'angoisses qui sont un mélange d'objets, une trituration effervescente de force et non un point suspendu, avec pourtant des impulsions mouvementées, déracinantes qui viennent de la confrontation de mes forces avec ces abîmes d'absolu offerts, de la confrontation de forces au volume puissant. Et il n'y a plus que les abîmes volumineux, l'arrêt, le froid, ceux qui m'ont attribué plus de vie, qui m'ont pensé à un degré moindre de la chute du soi, qui m'ont cru plongé dans un bruit torturé, dans une noirceur violente avec laquelle je me battais, sont perdus dans les ténèbres de l'homme. En sommeil, nerfs tendus tout le long des jambes. Le sommeil venait d'un déplacement de croyance, l'étreinte se relâchait, l'absurde me marchait sur les pieds. Il faut que l'on comprenne que toute l'intelligence n'est qu'une vaste éventualité, et que l'on peut la perdre, non pas comme l'aliéné qui est mort, mais comme un vivant qui est dans la vie et qui en sent sur lui l'attraction et le souffle. De l'intelligence, pas de la vie. Les titillations de l'intelligence et ce brusque renversement des parties. Les mots à mi-chemin de l'intelligence. Cette possibilité de penser en arrière et d'invectiver tout à coup sa pensée. Ce dialogue dans la pensée.
l'absorption, la rupture de tout. Et tout à coup ce filet d'eau sur un volcan, la chute mince et ralentie de l'esprit. Se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. Penser sans rupture minime, sans chose trappe. Dans la pensée, sans l'un de ces escamotages subis dont mes moelles sont coutumières comme postes émetteurs de courant. Mes moelles, parfois, s'amusent à ces jeux, se plaisent à ces jeux, se plaisent à ces rapts furtifs auxquels la tête de ma pensée préside. Il ne me faudrait qu'un seul mot parfois, un simple petit mot sans importance pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes, un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, sorti de moi, qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être, et qui, pour tout le monde, ne serait rien. Je suis témoin, je suis le seul témoin de moi-même. Cette écorce de mots, ces imperceptibles transformations de ma pensée à voix basse, de cette petite partie de ma pensée que je prétends, qui était déjà formulée et qui avorte. Je suis seul juge d'en mesurer la portée. Une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité. Sur cette croûte d'os et de peau, qui est ma tête, il y a une constance d'angoisse, non comme un point moral, comme les ratiocinations d'une nature imbécilement pointilleuse, ou habitée d'un levain d'inquiétude dans le sens de sa hauteur, mais comme une décantation à l'intérieur, comme la dépossession de ma substance vitale, comme la perte physique et essentielle, je veux dire perte du côté de l'essence, d'un sens. Un impouvoir à cristalliser inconsciemment le point rompu de l'automatisme à quelque degré que ce soit. Le difficile est de bien trouver sa place et de retrouver la communication avec soi. Le tout est dans une certaine floculation des choses, dans le rassemblement de toute cette pierrerie mentale autour d'un point qui est justement à trouver. Et voilà, moi, ce que je pense de la pensée. Certainement l'inspiration existe. Et il y a un point phosphoreux où toute la réalité se retrouve, mais changée, métamorphosée. Et par quoi ? Un point de magique utilisation des choses. Et je crois aux aérolithes mentaux, à des cosmogonies individuelles. Savez-vous ce que c'est que la sensibilité suspendue ? Cette espèce de vitalité terrifique est scindée en deux, ce point de cohésion nécessaire auquel l'être ne s'ose plus, ce lieu menaçant, ce lieu terrassant. Chers amis, ce que vous avez pris pour mes œuvres n'était que les déchets de moi-même, ces raclures de l'âme que l'homme normal n'accueille pas. Que mon mal soit, depuis lors, et reculé, ou avancé, la question, pour moi, n'est pas là. Elle est dans la douleur et la sidération persistante de mon esprit. Me voici de retour à M, où j'ai retrouvé la sensation d'engourdissement et de vertige, ce besoin brusque et fou de sommeil, cette perte soudaine de mes forces avec un sentiment de vaste douleur, d'abrutissement instantané. En voilà un dans l'esprit duquel aucune place ne devient dure et qui ne sent pas tout à coup son âme à gauche du côté du cœur. En voilà un pour qui la vie est un point et pour qui l'âme n'a pas de tranche ni l'esprit de commencement. Je suis imbécile par suppression de pensée, par malformation de pensée. Je suis vacant par stupéfaction de ma langue. Malformation, mal agglomération d'un certain nombre de ces corpuscules vitreux dont tu fais un usage si inconsidéré. Un usage que tu ne sais pas, auquel tu n'as jamais assisté. Tous les termes que je choisis pour penser sont pour moi des termes au sens propre du mot, de véritables terminaisons, des aboutissements de mes mentales, de tous les états que j'ai fait subir à ma pensée.
Je suis vraiment localisé par mes termes, et si je dis que je suis localisé par mes termes, c'est que je ne les reconnais pas comme valables dans ma pensée. Je suis vraiment paralysé par mes termes, par une suite de déterminaisons. Et si ailleurs que soit en ces moments ma pensée, je ne peux que la faire passer par ces termes, si contradictoires à elle-même, si parallèles, si équivoques, qu'elle puisse être, sous peine de m'arrêter à ces moments de pensée. Si l'on pouvait seulement goûter son néant, si l'on pouvait se bien reposer dans son néant, et que ce néant ne soit pas une certaine sorte d'être, mais ne soit pas la mort tout à fait. Il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose. La vraie douleur est de sentir en soi se déplacer sa pensée, mais la pensée comme un point n'est certainement pas une souffrance. J'en suis au point où je ne touche plus à la vie, mais avec en moi tous les appétits et la titillation insistante de l'être. Je n'ai plus qu'une occupation, me refaire. Il me manque une concordance des mots avec la minute de mes états. Mais c'est normal, mais à tout le monde il manque des mots. Mais vous êtes trop difficile avec vous-même, mais à vous entendre il n'y paraît pas. Mais vous vous exprimez parfaitement en français, mais vous attachez trop d'importance à ces mots. Vous êtes des cons, depuis l'intelligent jusqu'au mince, depuis le perçant jusqu'à l'induré. Vous êtes des cons, je veux dire que vous êtes des chiens, je veux dire que vous aboyez au dehors, que vous vous acharnez à ne pas comprendre. Je me connais, et cela me suffit, et cela doit suffire. Je me connais parce que je j'assiste à Antonin Artaud. Tu te connais, mais nous te voyons, nous voyons bien ce que tu fais. Oui, mais vous ne voyez pas ma pensée. À chacun des stades de ma mécanique pensante, il y a des trous, des arrêts. Je ne veux pas dire, comprenez-moi bien, dans le temps, je veux dire dans une certaine sorte d'espace, je me comprends. Je ne veux pas dire une pensée en longueur, une pensée en durée de pensée. Je veux dire une pensée, une seule, et une pensée en intérieur. Mais je ne veux pas dire une pensée de Pascal, une pensée de philosophe, je veux dire la fixation contournée, la sclérose d'un certain état. Et attrape. Je me considère dans ma minutie, je mets le doigt sur le point précis de la faille, du glissement inavoué, car l'esprit est plus reptilien que vous-même. Messieurs, il se dérobe comme les serpents, il se dérobe jusqu'à attenter à nos langues, je veux dire, à les laisser en suspens. Je suis celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses relations avec la pensée. Je suis celui qui a le mieux repéré la minute de ses plus intimes, de ses plus insoupçonnables glissements. Je me perds dans ma pensée en vérité comme en rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée. Je suis celui qui connaît les recoins de la perte. Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. Toute l'agent littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, je veux dire d'un certain côté de la tête, sont des emplacements bien localisés de leur cerveau. Tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des altitudes dans l'âme et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leur besogne précise et à ce grincement d'automates que rend à tout vent leurs esprits. Sont des cochons. Ceux pour qui certains mots ont un sens et certaines manières d'être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leur hilarante classification, ceux qui croient encore à des termes, ceux qui remuent des idéologies ayant pris rang dans l'époque, ceux dont les femmes parlent si bien, et ces femmes aussi qui parlent si bien et qui parlent des courants de l'époque, ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit, ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, ceux-là sont les pires cochons. Vous êtes bien gratuit, jeune homme. Non, je pense à des critiques barbus. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien.
rien sinon un beau pèse-nerfs, une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout, en combien de parties il se divise, que je vous dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout, et que discutant, je me perde, et que je me mette ainsi sans le savoir à penser, et qu'il s'éclaire, qu'il vive, qu'il se pare d'une multitude de mots, tous bien frottés de sens, tous divers, et capables de bien mettre au jour toutes les attitudes, toutes les nuances d'une très sensible et pénétrante pensée. Ah, ces états qu'on ne nomme jamais, ces situations éminentes d'âme, ah, ces intervalles d'esprit, ah, ces minuscules ratés qui sont le pain quotidien de mes heures, ah, ce peuple fourmillant de données. Ce sont toujours les mêmes mots qui me servent, et vraiment, je n'ai pas l'air de beaucoup bouger dans ma pensée. Mais j'y bouge plus que vous en réalité. Barbe d'âne, cochon pertinent, maître du faux verbe, trousseur de portraits, feuilletoniste, rez-de-chaussée, herbagiste, entomologiste, plaie de ma langue. Je vous l'ai dit, que je n'ai plus ma langue. Ce n'est pas une raison pour que vous persistiez, pour que vous vous obstiniez dans la langue. Allons, je serai compris dans 10 ans par les gens qui feront aujourd'hui ce que vous faites. Alors on connaîtra mes jersey, on verra mes glaces, on aura appris à dénaturer mes poisons, on décèlera mes jeux d'âme. Alors tous mes cheveux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales, alors on percevra mon bestiaire et ma mystique sera devenue un chapeau. Alors on verra fumer les jointures des pierres et d'arborescents bouquets d'yeux manteaux se cristalliseront en glossaires. Alors on verra choir des aérolithes de pierre, alors on verra des cordes, alors on comprendra la géométrie sans espace, et on apprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit, et on comprendra comment j'ai perdu l'esprit. Alors on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là. Alors on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir. Les figures humaines s'aplatiront, se dégonfleront, comme aspirées par des ventouses desséchantes, et cette lubrifiante membrane continuera à flotter dans l'air. Cette membrane lubrifiante et caustique, cette membrane à 2 épaisseurs, à multiples degrés, à un infini de lézardes, cette mélancolique et vitreuse membrane, mais si sensible, si pertinente elle aussi, si capable de se multiplier, de se dédoubler, de se retourner avec son miroitement de lézarde, de sens, de stupéfiant, d'irrigation pénétrante et vireuse, alors tout ceci sera trouvé bien, et je n'aurai plus besoin de parler.